Bonjour, je suis Henry Kigan. Ceci est Newsbull sur UATV. Bienvenue dans l'émission. Aujourd'hui, dans cet épisode, 350 frappes, la campagne de drones longue portée de l'Ukraine en 2026 sur les territoires occupés par la Russie. L'Iran frappe l'avion AWACS des États-Unis et il est probable que la Russie soit derrière les renseignements ayant permis cela. Zelensky déclare ouvertement que le plan de Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine comporte une faille majeure. Les forces armées ukrainiennes ont mené jusqu'à 350 frappes de drones longues portées sur les territoires occupés par la Russie depuis 2026. Une carte détaillée des frappes a été publiée par l'analyste français en renseignement militaire open source, Clément Molin. Les cibles comprennent 19 frappes sur des systèmes de défense aérienne, 25 frappes sur des stations radars, 21 frappes sur des avions et 9 frappes sur des lanceurs de missiles et d'artillerie à roquettes. Il y a également eu 260 frappes sur des entrepôts, des antennes et des transformateurs. L'Ukraine concentre ses frappes sur 3 principales directions opérationnelles, la Crimée, le sud de la région de Zaporijia et la région de Donetsk. La nuit du 31 mars a été marquée par une nouvelle vague de frappes efficaces sur les ports russes d'Oust-Louga et de Primorsk. Les attaques contre les infrastructures pétrolières russes sont devenues la menace la plus sérieuse pour l'économie du pays agresseur depuis le début de la guerre à grande échelle menée par la Russie contre l'Ukraine, rapporte le média The Telegraph. Plus d'informations sur l'impact des sanctions ukrainiennes à longue portée. Prochaine histoire pour vous. Les forces de défense de l'Ukraine continuent de frapper les infrastructures pétrolières de l'État agresseur. Au cours de la semaine dernière, l'Ukraine a attaqué à 2 reprises le principal port baltique russe d'Oust-Louga. D'importants volumes de pétrole brut et de produits pétroliers y sont exportés, notamment via des navires de la soi-disant flotte fantôme. La cible est tout à fait légitime, a déclaré le service de sécurité d'Ukraine, car les exportations d'énergie permettent à l'agresseur de financer son complexe militaro-industriel et de poursuivre la guerre. Le service de sécurité d'Ukraine, en collaboration avec les forces de défense, poursuit son travail systématique visant à réduire les capacités financières et logistiques de l'ennemi. Toutes les installations pétrolières font effectivement partie du complexe militaro-industriel russe et fournissent des revenus au budget russe qui sont ensuite utilisés pour la guerre contre l'Ukraine. Par conséquent, les opérations spéciales visant à contrer cela se poursuivront. La Russie paiera un lourd tribut pour son agression, a déclaré Yevgeny Kamara, chef par intérim du service de sécurité d'Ukraine sur Telegram. La région baltique est passée d'un centre sûr à une zone à haut risque pour la Russie, a déclaré le ministère de la Défense ukrainien. Dans la nuit du 25 mars, les forces de défense ukrainiennes ont frappé le chantier naval de Vyborg. Un jour plus tard, ils ont frappé une unité principale de raffinage du pétrole et 2 grands réservoirs de stockage à la raffinerie de pétrole Kinev dans la ville de Kirishi. Sa capacité est d'environ 21 millions de tonnes de pétrole par an, soit plus de 6% du volume total de raffinage de la Russie. Après l'attaque, Kirishnev-Tyorg-Synthes a complètement arrêté ses opérations. Les forces de défense ukrainiennes ont également frappé les infrastructures de chargement de pétrole et les installations de stockage au terminal Transneft dans le port de Primorsk. Ces sanctions à longue portée épuisent systématiquement les ressources de l'agresseur. Les frappes combinées des forces de défense ukrainiennes sur les infrastructures pétrolières de la région de Leningrad en Russie ont 3 vecteurs d'impact clés. Économique, le blocage des exportations de pétrole et de produits pétroliers via la Baltique prive le budget russe de milliards de dollars qui étaient directement convertis en missiles et obus. Logistique, cela crée des pénuries de carburant pour les groupes de troupes russes. Technologique, des attaques réussies à plus de 900 km prouvent que la défense aérienne russe est incapable de protéger les installations critiques, même en profondeur à l'arrière, selon une publication sur le site du ministère ukrainien de la Défense. Un nombre sans précédent de drones a parcouru des distances proches du record, contourné les couches de défense aérienne et porté un coup dévastateur à certaines des installations les plus importantes de la Russie, écrit The Telegraph. Selon les analystes, ces attaques représentent un défi sérieux pour le Kremlin, remettant en question la capacité même de la Russie à exporter du pétrole, le pilier de son économie. Les experts affirment que l'ampleur des frappes, leur ciblage et leur synchronisation ont produit l'effet le plus puissant observé au cours des 4 dernières années. En Russie, tout cela se passe très loin à l'intérieur des terres.
Ils peuvent encore pomper du pétrole pour l'instant, mais à un moment donné, il s'avérera qu'il n'y a nulle part où l'envoyer, nulle part où le stocker, car nous assistons également à des frappes sur les ports et les raffineries de pétrole. Donc, même si le pétrole continue d'être extrait, il n'y a tout simplement nulle part où l'acheminer. Tôt ou tard, cela conduira à une situation où ils devront fermer les puits eux-mêmes. Et lorsque vous fermez un puits, lorsque vous le scellez, en théorie, il ne peut être rouvert et seulement à un coût très élevé. D'un point de vue économique, il n'est plus rentable de rouvrir un puits qui a déjà été scellé. L'Ukraine a répondu aux attaques de la Russie contre les infrastructures énergétiques, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Il a ajouté que de nouveaux drones et missiles téléguidés sont actuellement en cours de modernisation technique pour de futures opérations. Pendant ce temps, la Russie a instauré une interdiction totale des exportations d'essence à partir du 1er avril 2026 pour tous les acteurs du marché. Selon les médias russes, le moratoire restera en vigueur au moins jusqu'au 31 juillet. Andriy Dmitrenko pour Freedom TV. Il est toujours fascinant de voir quand la chaussure va parfaitement et que quelqu'un la porte sans avoir la moindre idée de l'air coupable qu'il donne en se retrouvant accusé des mêmes choses qu'il essaie de reprocher aux autres. Le représentant permanent de l'Iran auprès de l'ONU, Amir Saeed Iravani, a accusé l'Ukraine de participation active à une agression militaire contre la République islamique. L'envoi de spécialistes ukrainiens dans la région constitue une participation active à une agression militaire contre l'Iran. L'Ukraine fournit une assistance opérationnelle et technique qui contribue directement à l'usage de la force et à des actes d'agression contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran. Ce faisant, l'Ukraine engage sa responsabilité internationale en vertu du droit international pour avoir aidé ou assisté à la commission d'un acte illicite au regard du droit international. Amir Saïd Iravani, représentant permanent de l'Iran auprès des Nations Unies. Mais peut-être que certains ne savent tout simplement pas distinguer le mensonge de la vérité, même dans un cas aussi évident que celui des drones Shahed iraniens qui survolent le ciel ukrainien et nous tuent en Ukraine chaque jour depuis 4 ans d'affilée. Eh bien, dans ce cas, on pourrait vouloir suivre un bon conseil. Comment savoir si un représentant du régime iranien ment? Si ses lèvres bougent, c'est qu'il ment. Depuis 2022, l'Iran a fourni à la Russie près de 60 000 drones que la Russie utilise pour attaquer l'Ukraine. Dans le même temps, aucun drone ukrainien n'a jamais frappé le territoire iranien. Ce menteur aurait dû disparaître depuis longtemps, tout comme son régime. Heori Tihi, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Ukraine. Eh bien, amen à cela. La question de savoir qui est réellement votre allié déterminera très probablement votre victoire ou votre défaite dans une guerre. Un avion américain de détection et de contrôle avancé, AWACS, a été gravement endommagé lors d'une attaque iranienne contre une base aérienne en Arabie saoudite. La frappe de l'Iran sur la base aérienne Prince Sultan vendredi a endommagé le Boeing A3 Sentry, un avion de détection et de contrôle aéroporté qui utilise un radar avancé pour suivre les avions et les missiles à des centaines de kilomètres, fournissant ainsi au commandant une image en temps réel du champ de bataille depuis les airs. Sur NBC samedi, le président Zelensky affirme que des images satellites de la base Prince Sultan ont été partagées avec l'Iran juste avant l'attaque. Le président ukrainien a partagé avec NBC un résumé des briefings présidentiels quotidiens qu'il recevait des agences de renseignement ukrainiennes, lesquelles prouvaient que des satellites russes avaient pris des images de la base aérienne les 20, 23 et 25 mars. Les photographies successives laissaient entendre qu'une attaque était en préparation. Zelensky a déclaré lors d'une interview, je cite, « Nous savons que s'ils prennent des images une fois, ils se préparent. S'ils prennent des images une deuxième fois, c'est comme une simulation. La troisième fois, cela signifie que dans 1 ou 2 jours, ils vont attaquer. » Zelensky est peut-être la dernière personne dont les États-Unis ont besoin d'aide. Pourtant, Zelensky pourrait tout aussi bien être la première personne si l'on compte à partir du bon bout du problème. Comme si l'aide offerte par le président Zelensky, acceptée à temps par les États-Unis, les données de renseignement partagées, un AWACS d'une valeur de 500 millions serait encore en place et intact, tout comme la réputation militaire américaine d'ailleurs. Alors que les amis des États-Unis offrent leur aide et se voient refuser, les ennemis, eux,
se renforce. Eh bien, la Chine en profite beaucoup dans tout cela et la Russie en bénéficie militairement parce que des armes qui auraient pu être données à l'Ukraine ne le sont pas. Elles sont utilisées ailleurs, ce genre de choses. Économiquement, la Russie en profite. Donc en ce moment, la Chine et la Russie profitent probablement de cette guerre. Les États-Unis pourraient avoir besoin de réévaluer leurs relations avec l'OTAN une fois la guerre avec l'Iran terminée, déclare Marco Rubio. Le secrétaire d'État a déclaré à Al Jazeera que le soutien des Alliés pendant le conflit au Moyen-Orient avait été très décevant. Les membres de l'OTAN ont refusé de donner accès à leurs bases militaires et ne sont pas prêts à débloquer le détroit d'Ormuz avant un cessez-le-feu. Parce que je crois que ces droits de stationnement nous donnent de l'influence ainsi que de la flexibilité et des capacités opérationnelles partout dans le monde. Mais si l'OTAN sert juste à défendre l'Europe en cas d'attaque, mais qu'il refuse nos droits de stationnement, le deal est mauvais. Difficile de rester engagé ainsi et d'y voir un intérêt pour les États-Unis. Donc tout cela va devoir être réexaminé. Donald Trump est déjà en train de le faire. Il critique les partenaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, affirmant qu'ils sont des lâches et que l'Alliance est un tigre de papier. De plus, le Wall Street Journal, citant des responsables de l'administration du président des États-Unis, a rapporté que Donald Trump a dit à ses conseillers qu'il était prêt à mettre fin à la campagne militaire américaine contre l'Iran, même si le détroit d'Ormuz reste en grande partie fermé et que Washington pousserait ses alliés en Europe et dans le Golfe à prendre l'initiative de la réouverture du détroit, selon des responsables de l'administration. Eh bien, pendant que Donald Trump se concentre sur l'Iran, Zelensky le dit ouvertement. Le plan de Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine présente à son tour un défaut majeur. Le président de l'Ukraine a déclaré à Axios que Trump et son équipe veulent mettre fin à la guerre, mais qu'ils sont prêts à faire pression sur l'Ukraine en exigeant des concessions territoriales à la Russie. Comme le souligne le président de l'Ukraine, les dernières discussions entre la délégation ukrainienne à Miami et les envoyés spéciaux de Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, n'ont abouti à aucun résultat. Zelensky souligne également que, grâce à ses forces armées, l'Ukraine a encore de quoi répondre. Je ne crois pas que nous soyons dans une impasse. Une impasse après laquelle nous devrions tous nous rendre, détendez-vous. Que la Russie se rende. Nous, non. Aujourd'hui, nous sommes bien plus forts, honnêtement, que ces 6 derniers mois. Volodymyr Zelensky lors d'un briefing en ligne avec des journalistes. Des ministres européens arrivent en Ukraine pour marquer le 4e anniversaire de la libération de Boutcha et du massacre qui est devenu l'un des premiers symboles de l'agression russe. La principale diplomate de l'UE, Kaja Kallas, dirige la délégation et les ministres discuteront de ce qu'il faut faire pour garantir que les crimes de guerre commis pendant la guerre soient sanctionnés, notamment par la création d'un tribunal spécial qui nécessite encore davantage de soutien politique et de financement pour voir le jour. Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriy Sybiha, a évoqué les procès de Nuremberg contre les dirigeants nazis, affirmant qu'un nouveau tribunal est nécessaire pour éviter la répétition de tels crimes. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis Henri Kinin. Merci de votre attention et d'avoir été avec nous. Nous, en Ukraine, le ressentons et l'apprécions énormément. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, un j'aime et peut-être même à vous abonner à notre chaîne afin de rester informé de ce que demain nous réserve. Nous serons là pour vous tenir au courant de tout ce qui se passe. UATV, merci. Au revoir.